Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Cette semaine dans B2B, on va aller à la rencontre d'un acteur de l'économie qui n'est pas que dans le réel. Non, exactement, on explore l'univers de la réalité virtuelle avec une invitée qui s'est plongée dedans d'abord par la technique. Elle est diplômée en sciences computationnelle, spécialisée dans la capture du mouvement, diplômée de l'EPFL, de l'Université de Genève. Et puis maintenant, c'est la technologie au service du divertissement, aussi de la formation, grâce à Dreamscape, l'entreprise qu'elle a cofondée à Los Angeles, et oui, mais aussi active à Genève depuis 3 ans. Nous allons donc aujourd'hui recevoir Cécilia Charbonnier, la cofondatrice de Dreamscape Immersive. Cécilia Charbonnier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici pour ce B2B. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Nous sommes ravis de vous retrouver, de vous recevoir et de pouvoir découvrir un peu l'univers professionnel qui est le vôtre, mais aussi d'en savoir davantage sur vous, si vous le voulez bien. Vous avez un parcours qui est riche d'expériences très variées et vous avez en quelque sorte su concrétiser des passerelles pour pouvoir relier un peu toutes vos passions. Alors, comme c'est un peu complexe, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous dire comment est-ce que vous vous présentez, si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaissait pas, quel est le métier que vous metteriez d'abord en avant ? Alors, ça dépend combien de minutes j'ai devant moi, mais je rigole. C'est vrai que le CV est long. Le CV est long, mais j'ai fait beaucoup de choses et c'est ça qui m'intéresse, c'est le côté un peu plus interdisciplinaire de tout ce qu'on fait. Mais concrètement, donc je gère 2 sociétés. Tout d'abord, effectivement, Dreamscape, vous l'avez mentionné, qui est une société donc spécialisée dans la réalité virtuelle, pour laquelle on développe des expériences, mais également la technologie qui est derrière pour le divertissement, pour des applications plus de formation, training, retail, etc. On en reparlera. Et je suis aussi la cofondatrice de la fondation Artanim, qui est donc un centre de recherche qui développe justement la technologie pour Dreamscape, qui est à la base, on va dire, de cette technologie-là, mais qui travaille aussi sur d'autres activités, parce que je suis aussi affiliée, par exemple, à l'Université de Genève, en faculté de médecine. Donc, on fait des activités de réalité virtuelle, mais pas uniquement dans le divertissement, y compris dans la médecine, dans la biomécanique, enfin, plein d'aspects divers et variés. Dans la formation ou la recherche ? La recherche. La fondation Artanim, c'est vraiment dédié recherche pure, alors que Dreamscape est le pendant commercial. L'Uni de Genève, je veux dire, avec l'Uni. Ah, l'Uni de Genève. Alors, l'Uni de Genève. Alors, l'Uni de Genève, je suis donc affiliée à la faculté de médecine déjà en tant qu'enseignante. Je donne un cours par semestre de biomécanique et d'imagerie médicale aux étudiants pour leur faire découvrir d'autres choses, et notamment tout ce qui est lié aux technologies 3D, la capture de mouvements, ce genre de choses-là. Donc, leur faire découvrir autre chose que ce qu'ils ont dans leur cursus médical de base. Et puis, évidemment, j'ai des collaborations de recherche avec différents membres de la faculté. Alors, on peut considérer, à vous entendre, effectivement, que, comme on dit couramment, que vous êtes un peu une tête. Mais vous n'êtes pas que ça, puisque vous êtes aussi un corps qui a été bien connu, puisque vous étiez 4e joueuse de tennis suisse. Il y a de cela quelques années, vous avez commencé le tennis toute petite, toute petite. Alors, j'ai commencé, oui, très très petite, parce qu'effectivement, mes parents jouaient au tennis, mon frère jouait, donc je crois que vers les 3 ans et demi, j'avais déjà une raquette en main. Ça ne veut pas dire que je faisais de la compétition à ce moment-là, mais j'ai commencé à faire effectivement des tournois, donc à l'époque à 6 ans ou 7 ans, si je me rappelle bien. Et puis rapidement, je suis passée effectivement professionnelle dès mes 13-14 ans, où j'ai été donc au Centre national de tennis, qui était d'abord à Écublanc, ensuite à Bienne, et puis effectivement fait tous les tournois, on va dire, juniors d'abord, donc monté gentiment dans le classement au niveau international, et puis après, finalement, sur le circuit WTA. Quel est le souvenir que vous en gardez de cette époque sportive ? Alors déjà, c'est un très très beau sport, vraiment de très belles années, après des années qui sont aussi très difficiles, parce qu'on part très vite et très jeune de la maison, on a toute une discipline sur laquelle il faut s'abstreindre, etc. Mais après, la possibilité de pouvoir beaucoup voyager, de gagner des matchs, c'est aussi très satisfaisant, de jouer dans des beaux endroits, et puis de faire gentiment son trou parmi les meilleurs, et ça, c'était vraiment très enrichissant. En parallèle de cela, il fallait continuer le parcours académique. Vous avez suivi des cours par correspondance. Comment ça se passait ? Alors, j'ai fait des cours effectivement par correspondance, donc pas au niveau universitaire à cette époque-là, parce que j'ai arrêté ma carrière de tennis à 18 ans et demi, donc je n'étais pas encore à l'Uni, mais toute la partie effectivement maturité, donc j'ai fait une maturité fédérale par correspondance, qui était très compliquée, vous pouvez l'imaginer, parce que quand on s'entraîne 6 heures par jour en tant que professionnel, et puis ensuite, quand les autres ils rentrent à la maison, moi je devais encore travailler, faire des cours, faire mes devoirs, etc. Donc ça a été de nouveau une discipline
discipline, quelque chose qui était difficile à concevoir en même temps, mais très enrichissant aussi pour le sport, parce que ça rend aussi un plus intelligent sur le coup. On sait que le tennis, il y a aussi beaucoup de choses qui se travaillent mentalement, etc. Donc ça, je pense que c'était une très bonne chose pour le sport. Et puis au final, au vu de ma carrière, comme j'ai dû arrêter effectivement vers les 18 ans à cause d'une blessure chronique à l'épaule, eh bien, j'ai pas perdu mon temps et j'ai pu rapidement retrouver les bancs universitaires pour pouvoir continuer ma carrière. Aujourd'hui, vous jouez toujours, vous allez voir des matchs de compétition. Il n'y a pas très longtemps, à votre place, c'était assis Thierry Grain, le directeur du Gonnet Geneva Open, qui va fêter ses 10 ans. Vous irez voir des matchs ? Alors, c'est vrai que je vais moins souvent jouer, voir les matchs aux eaux vives quand il y a le tournoi, parce que c'est juste pas la bonne période pour moi, généralement. Après, j'ai pas mal suivi, et je suis d'une manière générale ce qui se passe à la télévision. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller au Master à Londres, etc. C'est toujours très, très satisfaisant de voir ces joueurs en pleine action. Je continue à jouer au tennis, ça c'est sûr. Maintenant, je joue beaucoup moins qu'avant, ça c'est évident. Et puis plus pour le plaisir. Et comme j'ai eu cette blessure chronique à l'épaule, chaque fois que je joue, mon épaule me rappelle comme quoi, fais gaffe, attention à toi. Et du coup, je peux pas non plus jouer de la même manière que je jouais avant, en fait. Alors forcément, ce changement de cap un peu abrupt, vous étiez très jeune. Vous en gardez quel souvenir ? C'est toujours douloureux d'y repenser ? Est-ce que vous n'avez pas de regrets ? Est-ce que ça a été une inspiration pour la suite ? Non, je dirais, j'ai pas de regrets du tout. Donc, je pense que vraiment, j'ai eu une belle carrière. Après, c'est clair que j'aurais voulu pouvoir la poursuivre et pas devoir m'arrêter à cause de cette blessure. Je dirais que sur le moment, à l'époque, oui, ça a été difficile, parce que quand on s'arrête du lendemain, et qu'on essaye de revenir, mais on voit que physiquement, ça fonctionne pas, ça c'est dur. Maintenant, avec le recul, pas du tout. Je dirais que je ne suis pas déçue de ne pas avoir continué dans cette direction. Au contraire, je pense que le tennis a énormément forgé, en tout cas au niveau de mon caractère. Comme je disais, la discipline, vouloir aller toujours plus loin. Moi, j'aime beaucoup le côté innovant, justement, la partie recherche. Il y a pas mal de similitudes avec le sport, d'une manière générale, parce que quand on fait de la recherche, on a envie, on va dire, par exemple, si je regarde au niveau technologique, de pouvoir trouver des nouvelles technologies, aller plus loin, aller trouver ce qui fonctionne le mieux. C'est aussi un moteur, côté recherche, d'être le meilleur dans son domaine, on va dire. Donc ça, je pense que le tennis a formé cet aspect-là de ma vie. Est-ce que cette blessure, elle a inspiré vos recherches, puisque vous travaillez beaucoup dans l'imagerie médicale, la biomécanique, forcément, ça c'est sûr. Après ma carrière tennistique, quand je suis retournée à l'université, je voulais faire médecine. Mes parents, mon père étant médecin, mon frère également, ma mère assistante médecin. Après, je me suis dit, encore faire de la médecine quand tout le monde fait déjà ça dans sa famille. Puis quand même, j'avais vu beaucoup de médecins moi-même avec les blessures, etc. Donc, je me suis dit, allez, on va changer de cap. J'ai fait autre chose, mais par contre, j'ai eu la possibilité de pouvoir retrouver cet aspect-là, notamment dans le cadre de ma thèse. J'ai découvert la capture de mouvement à ce moment-là, donc ça, c'est peut-être plutôt lié effectivement au sport. Et j'ai eu un sujet de thèse qui était passionnant, parce que je me suis intéressée justement aux problèmes de hanche des danseuses du ballet du Grand Théâtre, qui sont des athlètes, fondamentalement. Donc, au final, votre travail est un peu interdisciplinaire, et c'est un peu le cas encore aujourd'hui. Vous vous concentrez donc sur l'utilisation de la capture de mouvement pour de l'animation 3D, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée aussi en quelque sorte. Alors aussi un petit peu en réalité augmentée, mais moins. Mais effectivement, on a une technologie phare qui est centrale, en tout cas dans tout ce qui est nos activités de recherche au départ, qui est effectivement la capture de mouvement. Vous allez pouvoir utiliser ça, par exemple, pour capturer le mouvement d'un athlète ou bien d'une personne, d'un patient, pour pouvoir faire des analyses, par exemple, biomécaniques, comprendre ce qui se passe dans une articulation, ce genre de choses, en combinant ça avec l'imagerie médicale. Ou vous allez pouvoir utiliser cette même technologie justement pour animer, on va dire, des personnages virtuels, pour du jeu vidéo, pour de l'immersion justement dans ces environnements virtuels. Donc ça, c'est des aspects effectivement qui nous intéressent. Mais vous pouvez utiliser ça, par exemple, pour de la danse, pour pouvoir capturer des chorégraphies. Par exemple, il y a plein de choses qu'on peut faire liées avec une technologie, avec une grande interdisciplinarité. Et c'est vraiment ça qui, depuis le début, me motive beaucoup, qu'on puisse aller de la médecine aux neurosciences, à des aspects plus gamifiés, artistiques, ce genre de choses-là. Vous avez étudié en Suisse et travaillé avec des Américains, créé l'entreprise d'abord aux États-Unis. Dans votre domaine, la capture du mouvement ou la réalité virtuelle, la Suisse se situe comment en termes de compétences ? Est-ce qu'elle est au même niveau que les Américains ou il y a un écart ? Alors, la capture de mouvement, vous pouvez l'utiliser sur plein de domaines différents. Si on regarde l'utilisation qui est la plus connue du grand public, c'est de pouvoir capturer des personnes ou des acteurs, on va dire, et de pouvoir utiliser leurs mouvements, par exemple, pour un jeu vidéo ou un film. On sait mieux le faire où ? En Suisse ou aux États-Unis ?
Alors là, je pourrais pas dire quoi. Il y a une meilleure compétence, etc. Après, c'est beaucoup plus diffusé et beaucoup plus utilisé, en tout cas aux États-Unis, parce que les studios de production, ce genre de choses, le sont. Donc, il y aura beaucoup plus de potentiel, on va dire, à faire, utiliser ces technologies-là dans différents médiums. Après, les compétences en Suisse, on est très bien armés. Et pourquoi on est aussi là et encore avec Dreamscape et qu'on développe toute la technologie en Suisse? Simplement parce qu'en fait, on a un vivier, en tout cas, d'ingénieurs, de chercheurs et même d'artistes qui sont vraiment très bons et qui excellent et qui, en fait, travaillent très bien avec nous. Et c'est pour ça qu'on reste aussi à Genève et qu'on n'est jamais parti aux États-Unis. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais je me dis que mon petit doigt me dit qu'on part dans cette direction-là. On peut donc envisager qu'à l'avenir, il y ait un Guillaume Tell ou un avatar suisse qui voit les jours à Genève. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. En tout cas, ce parcours académique, il est forcément impressionnant. On se demandait, est-ce que c'est une revanche sur le sport ou est-ce que finalement c'est une combinaison de toutes les facettes de votre personnalité et où vous avez réussi à créer, comme je le disais tout à l'heure, une passerelle entre les différents points qui vous intéressent, parce que la médecine, vous n'y êtes pas, mais vous y êtes quand même beaucoup. L'orthopédie, ça vous y Je pense que c'est plus ça. C'est pas une revanche sur le sport, effectivement. Moi, ce qui me plaît, on va dire, c'est d'avoir des passions, des choses qui me drive, entre guillemets, qui me poussent à aller justement plus loin. Et le fait de travailler dans ces différents aspects me motive. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait ces choix-là au cours des dernières années. Alors, bien sûr, tout cela ne s'est pas passé sans plein de rencontres, notamment Sylvain Chaguet, que vous avez rencontré au Mirlab, et qui est depuis votre associé, mais aussi votre compagnon dans la vie. Et si je ne m'abuse, au tout démarrage de Dreamscape, vous étiez 3. Il y en a... On est toujours 3. Vous êtes toujours... on est toujours 3, mais alors, peut-être juste pour situer. Donc, effectivement, Sylvain Chaguet, donc, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant ma thèse, qui ne m'a plus quitté depuis, on va dire. Enfin, on ne s'est plus quitté, plutôt, je dirais. Et effectivement, on a créé tout ça ensemble. On a d'abord créé la Fondation Artanim, là où on a développé la technologie, justement, qui est devenue par la suite une spin-off. Donc, Dreamscape est devenu une spin-off d'Artanim. Et notre troisième cofondateur dont vous parliez, effectivement, pour Dreamscape, Ronald Menzel, donc c'est une personne qui nous a accompagnés surtout pour les aspects effectivement business. Et Sylvain et moi-même étant plus du côté technologique ou genre de choses, on avait besoin d'avoir quelqu'un qui puisse aussi nous aider pour pouvoir créer des opportunités, notamment trouver des investisseurs, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que Ronald nous a rejoint à ce moment-là. Il est toujours là. Ensuite, on a créé ensemble cette spin-off, ce qui est devenu Dreamscape avec les investisseurs qu'on a rencontrés aux États-Unis. Et ensemble, nous avons créé ces premiers centres de réalité virtuelle et puis évidemment d'autres applications qui utilisent ce type de technologie. Allez, je pense qu'on a envie maintenant d'en savoir davantage sur Dreamscape. Alors on passe à la partie entreprise. Cécilia Charbonnet, vous l'avez évoqué, votre entreprise a été créée d'abord aux États-Unis, c'était en 2016. Parce qu'il semble que c'était comme beaucoup de startups, les investisseurs ne se poussent pas au portillon en Suisse, ou bien il y avait une raison particulière? Alors en fait, non. Je vais préciser un petit peu mieux ce que vous dites. C'est ce que vous avez dit dans la GFI. C'était plus simple de trouver des investisseurs aux États-Unis qu'en Suisse. Sauf que la société est créée en Suisse au départ. Donc la société au départ est une SARL qu'on a créée à Genève. Par contre, effectivement, on a trouvé nos investisseurs aux États-Unis, pour lequel la maison mère est devenue aux États-Unis par la suite, parce qu'effectivement, le nombre d'investisseurs était plus facile, on va dire, à trouver aux États-Unis qu'en Suisse. Il faut savoir qu'en Suisse, quand on a des demandes d'investissement au départ pour transformer une technologie qui est issue justement d'un projet de recherche jusqu'à en faire un produit, on cherchait des financements à hauteur du million. Trouver des financements de ce type en Suisse au départ n'est pas évident, parce que les investisseurs sont généralement un peu plus frileux, notamment dans les nouvelles technologies, et le fait d'être aux États-Unis, effectivement, nous a facilité la vie. Donc c'est pour ça qu'on a créé Dreamscape avec ces quartiers généraux, on va dire, à Los Angeles. Et puis vous avez levé en 2022, le décompte était de 80 millions de dollars, donc des sommes importantes pour se lancer. L'entreprise a grandi, donc non seulement aux États-Unis, mais aussi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et enfin à Genève. Mais on va commencer par expliquer le modèle d'affaires. C'est donc une franchise. C'est pas vous qui exploitez les centres. Et à Genève, il y a un exploitant local, c'est Opus One, qui gère l'activité. Et comme les recettes viennent le franchiseur vous paye un pourcentage sur le chiffre d'affaires, c'est comme ça que ça fonctionne?
Alors effectivement, on a un modèle d'affaires qui est basé sur des franchises, donc c'est un peu comme n'importe quelle salle de cinéma ou ce genre de choses-là. Donc ce que vous allez avoir, c'est qu'on va avoir des opérateurs qui vont assurer, on va dire, la gestion opérationnelle du centre et qui vont pouvoir accéder au contenu qui est développé soit par Dreamscape directement, soit on a aussi d'autres contenus qui sont développés par d'autres studios ou qui sont issus de franchises, par exemple de films, comme vous avez par exemple Men in Black ou bien DreamWorks Dragon, hein, pour donner Men in Black, des on peut exemples. préciser qu'un des producteurs de Men in Black était dans ceux qui avaient apporté les 80 millions de dollars financement initial, c'est juste? Alors, c'est Walter Parks. Alors Walter Parks, c'est un des fondateurs au départ de Dreamscape, donc c'est même plus que ça. C'est-à-dire que lui est une personne qu'on a rencontrée au tout départ, avec qui on a justement créé Dreamscape, pour lequel Walter a même arrêté même de produire, on va dire, des films. Il faisait de la production avec sa femme. Enfin, je veux dire, il produit encore, mais plus directement lui-même, parce qu'il a été tellement passionné effectivement par cette technologie et le potentiel de ce qu'on pouvait en faire, que finalement, il a décidé de travailler quasiment à 100% avec nous. C'est toujours le CEO de notre boîte, hein, si jamais. À Genève, au moment du lancement de l'activité, il y a 2 ans, vous annonciez qu'il fallait 100 000 visiteurs par an pour couvrir les frais. Aujourd'hui, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus bas et c'est malheureusement le revers de la médaille en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on s'est installé à Confédération Centre dans le but de créer un hub d'entertainment avec les cinémas qui devaient ouvrir à la même date que nous. Hein. Donc on a ouvert depuis juillet 2022, si ma mémoire est encore bonne. Malheureusement, les cinémas n'ont jamais ouvert. On les attend avec impatience. Ça arrivera vers le 12 juin, exactement. Donc on compte les jours jusque-là. Mais par contre, notre, on va dire, fréquentation a souffert de plus de 50%. Juste pour vous donner des idées. Donc là, à Genève, la situation est quand même assez tendue, assez critique. Et on attend, comme je le disais, le cinéma avec impatience pour pouvoir avoir le trafic qui nous manque. Surtout qu'on est placé et situé au sous-sol, comme vous le savez probablement si vous avez été voir notre installation. Généralement, on se met plutôt de plain-pied sur la rue. Donc on a effectivement un manque de visibilité déjà lié à l'emplacement du centre, mais qui devait être normalement amélioré grâce au trafic apporté par le cinéma. Vous avez pensé un jour arrêter à Genève? Faire une pause? Non, le but, c'est vraiment de continuer. Et ça reste, comme on dit en anglais, notre flagship store à Genève. Pourquoi? Parce que toute la technologie est développée ici. On crée aussi du contenu. Pour nous, c'est extrêmement précieux de pouvoir avoir ce centre à Genève. On l'appelle d'ailleurs le lab, concrètement, parce qu'on a la possibilité, grâce à ça, de pouvoir tester des nouvelles technologies, tester des nouveaux contenus. C'est le seul endroit à Genève, c'est le seul centre qui accueille, on va dire, des contenus spécifiques pour Genève. Comme par exemple l'escalade qui est à l'affiche ou encore Genève 1850. Donc pour nous, c'est aussi le but d'avoir ce centre pour pouvoir tester des nouveautés et de pouvoir expérimenter des nouvelles choses. Alors justement, vous parlez des contenus qui, eux aussi, ont des coûts qui sont importants. Alors sur Genève, il y a autre chose. Il y a le fait d'être le premier centre qui propose l'expérience markerless. On est équipé uniquement d'un casque. Maintenant, il n'y a plus de capteurs sur les mains ou les pieds. Mais effectivement, comme vous le disiez, il y a des contenus qui sont dédiés, propres à Genève, comme l'escalade. Alors ça n'a pas... L'histoire de l'escalade, ça ne va pas forcément intéresser les gens, je suppose, à Los Angeles. Non, c'est pour ça que ce contenu, on l'a effectivement uniquement à Genève. Et pourtant, ça coûte quand même relativement cher à produire. Selon les sources, 800 000 francs pour réaliser cette expérience. Tous les contenus sont à peu près dans cette... Tous les contenus sont à peu près, effectivement, dans ces sommes-là, voire même un peu plus selon les expériences que l'on fait. Tous les contenus se réalisent en 12 mois minimum de travail avec des équipes d'une dizaine de personnes. Donc, c'est effectivement des choses qui coûtent, mais c'est ce qu'il faut, on va dire, pour avoir du contenu de qualité. Tout depuis Genève, donc. Tout depuis Genève, effectivement. Tous les contenus... l'escalade a été réalisée ici à Genève. House of Wonders, qui vient de sortir, donc, a été la nouvelle expérience qu'on a développée en partenariat avec Audemars Piguet, est aussi développée 100% à Genève, effectivement. En partenariat avec Audemars Piguet, l'horloger, c'est parce que c'est Audemars Piguet qui finance ou ça comprend autre chose, ce partenariat? Alors, avec Audemars Piguet, on fait beaucoup de choses, effectivement, pas uniquement dans la partie entertainment, mais on travaille aussi avec eux sur des aspects plus de formation et de training. Mais effectivement, là, l'expérience d'entertainment est financée ou produite par Audemars Piguet. Donc, on comprend que la fréquentation n'est pas encore à la hauteur de vos ambitions pour des raisons
qui vous échappe, mais vous avez aussi traversé le Covid. Oui, alors ça n'a pas aidé non plus, Oui. et notamment ça s'est fait sentir directement, notamment sur les coûts de construction au départ, parce que vous pouvez imaginer que pour pouvoir avoir ce centre à Genève, il y a des transformations qui sont nécessaires et autres. Donc ça a fait que, oui, nos coûts de construction, ils ont aussi pris l'ascenseur, ce qui n'était pas du tout prévu à cause du Covid et à cause des frais de matériaux qui coûtent effectivement plus cher. Ensuite, nous, on a ouvert post-Covid, donc pas évidemment en plein Covid. Les autres centres Dreamscape, par contre, eux, C'est ce que ont j'allais dire. souffert Aux de ça. États-Unis, par exemple. Voilà, aux États-Unis, parce que du jour au lendemain, on a dû tout fermer. Oui. Est-ce que ça a rouvert aux États-Unis ? Alors, aux États-Unis, on avait 3 centres qui étaient en franchise avec AMC, et Dallas. puis Los Angeles. Le Los Angeles, c'est le seul que nous, on opérait nous-mêmes, donc ça, c'est pas une franchise. Mais les 3 centres, effectivement, d'AMC, donc ceux que vous mentionnez, Dallas, New Jersey et Columbus, ceux-là ont dû malheureusement fermer post-Covid, parce que AMC, qui est donc l'opérateur de cinéma aux États-Unis, a décidé de recentrer ses activités, puisque eux, ils ont énormément souffert, justement, avec le Covid, financièrement, et du coup, malheureusement, ils ont décidé de fermer ces 3 centres. Et du coup, vous êtes à la recherche de nouveaux partenaires cinéma, pardon, ou Alors, sur oui, les États-Unis et l'Europe? Oui, bien sûr. Alors, la seule chose, pour revenir sur la partie markerless, ce qui était important pour nous, c'est qu'avant de rouvrir des nouveaux centres, on voulait pouvoir finaliser cette technologie, ce qui est pour le moment en test à Genève, qui est encore loin d'être 100% parfaite. C'est pour ça qu'on le teste ici. Il y a plein d'améliorations qui sont encore à faire. Mais en fait, ça change énormément la donne d'un point de vue opérationnel, parce que vous n'avez plus besoin d'avoir ces trackers sur les mains, sur les pieds. Vous n'avez plus besoin, ce qu'on a déjà réussi à s'en franchir avant, qui étaient donc les sacs à dos qui faisaient le rendu du casque, par exemple. Donc là, maintenant, le but, c'est d'avoir plus que ce casque de réalité virtuelle pour pouvoir rentrer en immersion. Le fait de pouvoir avoir cette technologie fait que vous avez beaucoup moins d'hardware, vous avez moins de soucis normalement techniques, vous n'avez pas besoin de nettoyer le matériel entre 2 sessions, vu que vous ne l'avez plus. Et ce qui fait qu'opérationnellement, ça demande moins de staff. Et le grand problème, on va dire, actuel, on va dire, de la réalité virtuelle, c'est que vous avez besoin du staff pour accueillir les gens, pour les équiper, pour les aider, pour les surveiller pendant l'expérience, pour nettoyer justement les choses. Donc, si on arrive à réduire déjà cet aspect-là, c'est un impact énorme opérationnellement parlant pour nous. Et le but, c'était pour nous d'ouvrir des nouveaux centres seulement à partir du moment où la technologie markerless devient mature. Ça, vous pensez que ce sera prêt de quand, cette technologie ? Là, on vient donc de la sortir en test ou ce genre de choses. Comme je disais, on a encore pas mal d'améliorations encore à faire, mais on est plutôt dans des affaires de mois et pour pouvoir peaufiner cette technologie et par la suite, justement, pouvoir trouver des nouveaux partenaires qui auraient envie de travailler avec nous pour ouvrir des nouveaux centres. Vous avez aussi des partenaires au Moyen-Orient. Il y a eu Dubaï, il y a Riyad, Oui. en Arabie Saoudite. C'est toujours ouvert, ça fonctionne? Alors oui, en tout cas, le centre de Riyad fonctionne très bien. Dubaï, non, celui-ci, il a fermé, pas pour des questions de fréquentation, mais parce que le franchisé avait a eu d'autres offres pour pouvoir utiliser l'emplacement, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais malheureusement a fermé justement à Dubaï. Par contre, celui de Riyad, oui, est totalement fonctionnel et fonctionne très bien. Aujourd'hui, l'entreprise Dreamscape, elle équilibre ses comptes? Alors actuellement, oui. Après, on vit aussi beaucoup sur les investissements qu'on a levés ou ce genre de choses. Après, évidemment, on a des projets qui rapportent sur la partie production, etc. Donc ça, oui, on est en tout cas à flat sur ces aspects-là. Et après, on recherche évidemment d'autres projets, la possibilité d'ouvrir d'autres centres. Je pense que les aspects revenus qui sont générés par les centres, maintenant, de moins en moins, on va dire, prioritaires pour nous. Je m'explique, parce que finalement, la stratégie actuelle est de beaucoup plus développer les aspects learning, on va dire formation. Retail, ce genre de choses, plus que l'aspect d'entertainment. On est rentré dans le domaine de l'entertainment au départ parce que c'était on va dire le domaine qui faisait le plus sens par rapport à notre technologie. C'est un peu le Saint Graal de pouvoir être dans un film ou bien dans un jeu vidéo avec ce type de technologie. Mais les applications sérieuses sont beaucoup plus intéressantes d'un point de vue stratégique pour nous maintenant. En 2022, dans la GFI, vous déclariez qu'il y avait 15 collaborateurs à Genève. Aujourd'hui, vous êtes combien? On est 22 en fixe. Et puis, comme je disais, sur les applications, dès qu'on fait des projets de production, ce genre de choses, on est obligé d'élargir les équipes pour pouvoir produire le contenu. Et pour être un peu prospectif, on comprend bien que la réalité virtuelle, c'est pas simplement le divertissement, mais c'est d'autres utilisations. Je crois que vous collaborez aussi avec l'Université d'Arizona au Texas. Alors, c'est totalement juste. Est-ce que c'est là qu'est vraiment l'avenir pour votre entreprise? Alors, je pense, oui, il y a
plein de choses encore qui sont à développer. Pour être concret, un exemple. Parler de learning là. Ouais. Alors, formation, oui. Pour la partie formation, le but, c'est d'utiliser exactement la même technologie, on va dire immersive. La seule chose, c'est que plutôt que vous immerger dans un contenu que vous allez explorer pour le fun, on va dire, là, vous allez faire, par exemple, un cours de biologie ou un cours de chimie. C'est les 2 cours qu'on fait, par exemple, et que les étudiants, on va dire, traversent pour leur cursus universitaire à Arizona State University, par exemple. Donc, vous prenez une de nos expériences phares, qui est donc Alien Zoo. Au départ, vous allez visiter ce zoo intergalactique. Donc ça, c'est l'expérience d'entertainment. Maintenant, quand on parle de formation, vous allez rentrer dans ce zoo en tant qu'explorateur, mais en même temps scientifique. Et puis, vous pouvez imaginer que tout à coup, il y a un fraude-cat ou une créature qui commence à être malade. Pourquoi ? Parce qu'elle était empoisonnée, par exemple, à cause de problèmes environnementaux dans son zoo, etc. Donc là, vous allez être l'explorateur scientifique qui va, par exemple, prendre des échantillons sur le terrain, qui va commencer à les analyser, qui va essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Donc, en fait, on fait des cours immersifs, interactifs, mais aussi émotionnellement, on va dire, prenants, parce qu'on se rend compte que, en fait, quand on est beaucoup plus engagé et beaucoup plus participatif dans un contenu d'expérience-là, la partie rétention, mémorisation pour la partie learning est beaucoup plus importante également. Et vous êtes en contact avec, ce sera la dernière question, avec d'autres universités pour reproduire ce genre de formation ? Ce qu'on fait déjà, et notamment les équipes aux États-Unis, distribuent ces programmes de cours à différentes universités. Il y en a déjà une dizaine qui utilisent, en tout cas, le cours de biologie, le cours de chimie. Il y a d'autres cours qui sont en train d'être faits, notamment sur l'histoire de l'art et autres. Donc oui, c'est des choses qui, en tout cas, fonctionnent très très bien. Et le but, c'est bien d'élargir ça, pas uniquement aux États-Unis, mais également en Europe. La technologie et le storytelling au service de nos étudiants partout sur la planète avec des technologies qui viennent de Genève. Et ça fait plaisir. Avant de nous quitter, on va vous passer un exercice qui, lui, n'est pas du tout virtuel. C'est bien réel. C'est le questionnaire de Proust. Attention, tremblez. Au revoir, Frédéric. Au revoir, Ludovic. Quel est votre principal défaut ? Impatiente. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour ? Good is better than not enough. Quelle figure parmi les entrepreneurs suisses ou étrangers vous inspire ? J'essaie de ne pas me focaliser sur des figures spécifiques ou ce genre de choses, mais prendre le meilleur chez un peu tout le monde.